Plaisir de faire des conférences à l'INSAE. Vous le savez bien que l'Institut SAE, ben pour moi, élever son savoir-être professionnel, c'est un univers que j'adore. J'adore l'entrepreneurship, j'adore la vie professionnelle et je considère vraiment que c'est un beau tremplin pour notre épanouissement personnel. Alors, ça me fait plaisir d'écrire cette conférence et ça me fait encore plus plaisir de vous la livrer aujourd'hui entouré de belles personnes comme ça en direct. Plusieurs nous écouteront aussi en rediffusion, mais au moins vous allez avoir accès à certains avantages de pouvoir être avec nous en direct, bien sûr. Alors, on débute tranquillement. Bonjour Audrey, content de te retrouver. C'est bien, on est quasiment en famille, hein. Aujourd'hui, tout le monde est là, c'est bien. Ah, génial. Alors, pour ceux qui vivent peut-être leur première conférence à l'Institut SAE, sachez que c'est pas la première que je donne, hein. Donc, on en a fait plusieurs et tous les éléments que j'ai touchés à travers les dernières conférences tournaient autour des facteurs prédéterminants pour avoir un succès holistique. Et je veux prendre le temps de le réitérer parce que pour moi, un succès holistique, c'est pas juste un succès en chiffre d'affaires, c'est pas juste un succès extérieur, mais c'est vraiment un succès en synergie avec notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Ce qui veut dire que c'est un succès qui est habité. C'est un succès avec lequel on se sent bien, qu'on se sent comblé, qu'on se sent nourri, qu'on se sent enthousiaste, pardon. Alors, dans les conférences précédentes, sachez que vous pouvez toutes les retrouver gratuitement sur la chaîne YouTube de l'Institut SAE. On a parlé, entre autres, de leadership responsable, de communication bienveillante, d'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, je veux toucher les deux derniers facteurs, qui sont les deux dernières pétales des 5 jours de formation du cycle SAE, qui est la confiance en soi et le bien-être au travail. Donc ainsi, avec les conférences précédentes, j'ai touché là, les 3 grands premiers points, mais les deux dernières pétales vont nous permettre aujourd'hui d'aller boucler. Vous allez voir, on est dans un fin de cycle, fin de l'ère avec l'Institut SAE, on s'en va dans beaucoup de nouveautés, mais c'est important pour moi de boucler avec ces 2 points prédéterminants pour être bien et épanoui au travail, dans votre vie professionnelle. Donc, si on considère toutes les heures qu'on passe dans notre vie professionnelle, si on veut juste avoir un travail qui est de base, qui est alimentaire, qui est juste pour rentrer de l'argent, avoir une sécurité financière, on vit ce que moi j'appelle dans l'ancien temps, dans un mode de survie à travers lequel nos talents, notre bien-être, nos compositions n'étaient pas mises à contribution dans notre vie professionnelle. Aujourd'hui, les temps ont changé. On veut pas juste quelqu'un qui effectue les tâches. On veut trouver des employés, on veut avoir des gens d'affaires qui ont du plaisir, qui sont heureux d'être là, qui ont un dynamisme, qui sont habités, qui sont vivants, qui sont portés par une mission, qui sont portés par des valeurs. Parce que ça va nous permettre de toucher à une énergie qu'on appelle l'enthousiasme, qui est ça, une énergie qui est inarrêtable, qui est durable et qui peut faire des miracles. Vous avez peut-être déjà vu quelqu'un de super enthousiaste pour un grand projet et finalement, ça a été contagieux. Tout le monde s'est joint à son projet, on y a contribué, on y a cru. L'enthousiasme a une espèce de force magnétique qui nous apporte, qui nous transporte et qui finalement nous permet d'arriver à des petits miracles qui font en sorte qu'on atteint des succès ou des paliers d'accomplissement extraordinaires. Donc, c'est une belle énergie, l'enthousiasme, puis on va voir aujourd'hui que c'est pas une énergie qui s'achète. C'est pas une énergie qu'on peut aller chercher à quelque part euh, sur les tablettes de magasin en échange d'argent. C'est le résultat pur et dur d'une personne qui est intègre, qui vit en cohérence et qui est à la bonne place au bon moment dans l'équation. Et donc, dans sa vie professionnelle, qui est sur son X, qui contribue à une mission, qui est portée par des valeurs. Alors, c'est ce que je veux toucher parce qu'aujourd'hui, à travers la conférence, on va aller voir comment être épanoui professionnellement. Et on va aller le voir sous les dernières pétales, donc les différents facteurs restants que j'ai pas encore abordés à travers les différentes conférences, qui sont la confiance en soi, la gestion du stress et finalement l'énergie de l'enthousiasme. Alors pour ce faire, je vais vous partager nos objectifs de la conférence à l'écran. Les voici. Alors vous avez ici, oups, pardon, je reviens. Vous avez ici alors les objectifs d'aujourd'hui. Je les repartage et ils vont arriver, voilà.
Alors, pour notre conférence sur l'épanouissement professionnel et la gestion du stress pour retrouver un bien-être au travail, nous allons définir premièrement ce qu'est la véritable confiance en soi. Et vous allez voir que c'est pas nécessairement ce qu'on apprend dans les livres. On va aller identifier le facteur principal d'une saine gestion du stress, qui est donc une gestion du stress qui est efficace. Et finalement, nous allons découvrir comment être enthousiaste et avoir cette énergie pour se mouvoir, s'épanouir et se réaliser à travers notre vie professionnelle. Alors, ce sont nos objectifs d'aujourd'hui. Tout ça entrecoupé, bien sûr, de périodes de questions, d'échanges. On est un petit groupe aujourd'hui et je veux en profiter pour être vraiment en contact avec vous. Donc, j'ai la chance de vous avoir à l'écran en grand dans une belle mosaïque. Mon but, c'est d'échanger. Je vais vous regarder quand j'enseigne et qu'on puisse échanger ensemble dans les périodes de questions. Donc, n'hésitez pas lorsque j'aurai des périodes pour recevoir vos partages, vos questions, à soit écrire dans le chat ou de pouvoir échanger avec moi. Ça me ferait plaisir. Alors, on débute avec notre premier objectif qui est de définir la véritable confiance en soi. La véritable confiance en soi, c'est pas celle qui s'acquiert selon vos performances passées. C'est pas une confiance en soi qui s'acquiert et qui se solidifie à travers ce que vous faites, ce que vous accomplissez ou ce qui est basé sur vos réussites, par exemple. Parce que cette confiance en soi, elle est éphémère, elle est vulnérable. Parce que dès que vous allez à ce moment-là recevoir une critique ou vivre un échec, votre confiance en vous va disparaître. Ce n'est pas la véritable confiance en soi. La confiance en soi véritable, c'est pas dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on obtient, dans ce qu'on a, c'est pas au plan du avoir ou du faire. C'est même pas au plan matériel. C'est une connexion avec sa valeur personnelle dans son être. Et ça, peu importe les succès, les échecs, les critiques ou les compliments qu'on ressent, qu'on reçoit. C'est une confiance en soi qui est intouchable, qui est inconditionnelle à l'extérieur. Vous connaissez sûrement l'image de, imaginez que vous avez un billet de 100 euros. Et ce billet de 100 euros, ben, il vit un mauvais quart d'heure, hein. Il vit des difficultés. Et là, on le chiffonne, on met plein de boue et on l'écrase par terre. À ce moment-là, même s'il vit une difficulté, ça ne change en rien sa valeur qui est 100 euros. C'est la même chose lorsqu'on vit des échecs ou des critiques ou des moments difficiles, des problèmes, des embûches. Oui, c'est pas une période facile. Par contre, ça ne va en rien diminuer la valeur dans notre être. La confiance en vous, c'est le noyau. C'est le noyau véritable qui va vous permettre d'être audacieux, d'oser avec courage, aller développer certaines habiletés, tenter différents projets, avancer vers certains de vos rêves pour en récolter à ce moment-là les fruits de la fierté. Les fruits de la fierté qui, pour moi, est relié à ce qu'on a accompli, ce qu'on a fait. Mais la confiance en soi, c'est pas par rapport à ce qu'on a accompli, ce qu'on a fait. C'est le noyau au centre qui est la connexion avec sa valeur. Peu importe si dans le moment on veut des échecs ou des succès. Somme toute, je suis d'accord avec vous que lorsque vous avez un bon noyau de confiance en soi, vous allez être plus porté à être audacieux, courageux, tenter des expériences et donc réussir ou apprendre et ainsi pouvoir développer vos compétences dans votre savoir-faire, votre savoir-être et comme ça monter les échelons. Cela dit, si à chaque fois que vous vivez un échec, vous vous rabaissez, vous vous jugez, vous vous accusez, à ce moment-là, il manque votre noyau, qui est votre confiance en soi, et vous voudrez plus retourner sur la scène de l'essai ou des apprentissages. Votre confiance en vous va être trop ébranlable. Vous allez même vous mettre en danger dans votre estime de vous-même. Donc, vous ne prendrez plus de risques. Et pourtant, c'est à travers le risque, l'audace, le courage que vous allez pouvoir récolter les fruits de la fierté, du dépassement de soi. Le fruit vient bien après le noyau. Les graines, les pépins, le solide, le dense, le cœur, qui est votre confiance en vous. Donc, tout projet que vous portez en rattachant à ce succès précis votre identité ou votre estime,
ben, vous êtes en train de vous décentrer de votre valeur personnelle. Le plus important, c'est de rester centré dans votre noyau, dans votre confiance et de dire, je tente l'expérience et je vais vivre, apprendre, soit réussir ou développer quelque chose avec cette opportunité-là. Mais en rien, ça va menacer ma valeur. À ce moment-là, vous êtes centré, vous êtes dans votre noyau et vous êtes dans votre confiance véritable. Et pourquoi j'en parle? Oui, on a un jour complet sur la confiance en soi à l'Institut SAE, mais je vous en parle aujourd'hui parce que pour être bien au travail, pour avoir une saine gestion du stress, la clé numéro un, c'est la confiance en soi. Je parle de stress, je vais faire une parenthèse, puis je vais vous montrer le lien entre en quoi la confiance en soi, c'est le facteur le plus efficace pour avoir une saine gestion du stress à long terme. Vous connaissez sûrement le stress sous l'angle de cette espèce d'agitation mentale, nerveuse, physique, qui est déclenchée par la perception d'une menace ou d'un danger. Le problème n'est pas le stress. Le problème est la préconception négative du stress. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est dès qu'on se sent stressé, on se juge d'être stressé. On se juge de mal interpréter la situation. On se juge de ne pas être assez fort. On se juge. C'est comme si, en plus de vivre l'expérience de percevoir un danger, on rajoute une couche par-dessus de se juger ou de s'accuser. Et plus on se juge, plus on s'accuse, parce qu'on se dit, mon Dieu, c'est pas bon être stressé. Si je ressens ça, c'est que c'est mauvais, j'ai quelque chose de fait de pas correct. Ben à ce moment-là, vous rachetez une couche et vous rajoutez alors du stress. Et là, vous voyez le cercle vicieux. Au lieu de juste rajouter des couches par-dessus le stress, est-ce qu'on peut avoir une préconception plus positive et constructive du stress? Le stress se manifeste dans votre corps pour vous indiquer qu'au plan émotionnel et mental, vous percevez un danger. En d'autres mots, il y a une menace dans votre intégrité physique, émotionnelle, mentale ou même dans votre statut social, dans vos relations. Et s'il y a une menace, ça veut dire qu'il y a des besoins qui sont menacés ou des besoins qui sont tout simplement pas comblés. Embrassons le stress. Essayons pas de le fuir, de le nier ou d'en avoir honte. C'est une des façons que notre corps communique avec nous. En ayant une préconception plus positive du stress, ben, nous allons comprendre que tout ce qu'on vit dans notre corps physique comme sensation de stress, des tensions nerveuses, des tensions musculaires, la mâchoire serrée, la sudation, la chaleur, les pupilles dilatées, etc., ben, tout ça sont des symptômes que notre corps va avoir pour nous permettre de faire face à la menace perçue. Le fait d'avoir les pupilles dilatées, c'est pour bien voir. Le fait d'avoir une sudation, ça va nous permettre de faire une thermorégulation. Le fait que le cœur bat plus vite, c'est pour, avec l'adrénaline, pouvoir agir, pomper le sang dans nos muscles pour pouvoir faire une action, entreprendre le changement, faire face à nos peurs, avoir l'adrénaline comme une source de courage pour pouvoir faire face à ce danger perçu. Et faire face à ce danger perçu, ça pourrait être par exemple prendre la parole, s'exprimer, être vulnérable, défendre ses intérêts ou poser ses limites, qui est toutes des bonnes choses qui seront motivées par un stress bien canalisé. Le problème, c'est que non seulement on a une préconception négative du stress, mais le fait qu'on a une piètre confiance en nous, ça fait en sorte que toute perception de menace devient catastrophique. Ça devient un drame, une fatalité, au lieu de le voir comme étant une opportunité, un réajustement, un alignement. Si vous avez une piètre confiance en vous, vous n'aurez pas confiance en vos moyens, en votre capacité de faire face à la situation, d'aller trouver des ressources à ce moment-là pour aller répondre à vos besoins, poser vos limites. Si à ce moment-là, vous n'êtes pas en contact avec vos ressources intérieures, qu'est-ce qui arrive? On ne résout pas la situation, la menace reste constante,
Le stress devient chronique. On peut voir apparaître des vagues d'anxiété, d'angoisse, même peut-être de crise de panique. Le corps va être dans un système d'alarme et on va être coincé dans ce système d'alarme. Coincé pendant des semaines, voire peut-être des mois. Mais il y a un moment où est-ce que le corps va atteindre sa limite. Il ne peut pas sécréter toujours du cortisol, de l'adrénaline avec une fréquence cardiaque élevée, une pression artérielle élevée, puis être toujours en mode, OK, là, il faut que je réagisse, il faut que je réagisse, mais je réagis pas. Donc, à un bout, le corps va s'épuiser. Il ne pourra pas tenir ce système-là d'alarme pendant des mois. Et lorsque le corps s'épuise, mais on voit un affaiblissement de tout notre système nerveux qui nous rend là alors vulnérables à toute malaise ou maladie par la suite. Le lien entre la santé et le stress a été clairement démontré, c'est même plus questionnable. Alors, comment assurer une santé? C'est pas le stress le problème, c'est le stress chronique, le stress non géré. Ce qu'on veut alors, c'est dès qu'on ressent du stress, ben on veut aller l'embrasser, pas le fuir. Plonger dans qu'est-ce qui fait que je suis stressée. Ne serait-ce que légèrement tendu dans mon corps, qu'est-ce qui... Oh, OK, j'ai une tension qui m'habite. Qu'est-ce qui se passe? Mon corps me parle. Qu'est-ce qu'il me dit? Et si je plonge à l'intérieur de moi, puis je me pose la question, qu'est-ce qui me rend tendu? Qu'est-ce qui me rend inquiet? Peut-être que je vais pouvoir aller identifier à ce moment-là le danger appréhendé, la menace que je vois, que j'interprète. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir l'opportunité de sortir du stress et de s'empêcher que ça devienne chronique et d'en transformer comme un tremplin, comme un stress ponctuel qui donne une pulsion d'aller vers l'action, vers la résolution. Et ça va être possible si vous avez une bonne confiance en vous. Pas nécessairement que vous avez dès maintenant toutes les solutions, mais bien que vous avez conscience qu'à l'intérieur de vous, il y a plein de ressources ou que vous êtes capable d'aller plonger dans vos ressources personnelles ou d'aller chercher des personnes à l'extérieur, des ressources externes pour faire face à la situation. Et que toute épreuve, finalement, devient un tremplin, une opportunité pour aller réaffirmer, positionner, restructurer, transformer ce qui nous semble être un problème est finalement une opportunité. Vous allez canaliser toute l'énergie du corps mon Dieu, ça lui demande beaucoup pour le corps de toute mobiliser cette énergie-là. Il mobilise l'énergie sous forme de système d'alarme pour nous permettre de passer à l'action. Lorsque vous avez confiance en vous, vous connectez avec cette énergie et vous l'utilisez pour à ce moment-là aller chercher la résolution, le dépassement de soi et donc la transformation. Ainsi, on voit clairement que le facteur protecteur numéro un d'une saine gestion du stress réside dans votre confiance en vous véritable, de savoir que vous pouvez vous fier sur vous, que peu importe qu'est-ce qui arrive, vous allez être une personne de valeur et que vous allez pouvoir faire face à la situation et même l'utiliser à votre avantage. Moi, ce que j'aime voir, c'est que lorsque je sens du stress comme une crispation, je sais que c'est la contraction avant l'expansion. Donc, si dans un endroit ou un domaine de ma vie ou une situation où ce que je me sens crispée, tendue, je sais qu'il y a une crispation avant l'expansion. Mais c'est à moi d'aller vivre l'expansion, d'aller me poser la question, qu'est-ce qui me restreint? Qu'est-ce qui m'envahit? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui est plus cohérent avec moi? Qu'est-ce qui honore pas mon énergie? Qu'est-ce qui manque de respect à ma créativité? C'est quoi les murs que j'avais que maintenant me conviennent plus et que j'ai envie de me libérer? C'est ainsi que non seulement vous allez pouvoir constamment réévaluer où est votre X professionnel, mais quels sont aussi les paramètres pour bien vous épanouir au travail.
et en plus, avoir une bonne santé globale et vous prévenir d'un burn-out, par exemple. Dans le cadre de nos cours, on voit bien sûr dans le cours sur la confiance en soi, dans notre journée sur la confiance en soi, on voit toute la liste des comportements et attitudes qui découlent d'une confiance en soi véritable. Puis c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, vous pouvez l'évaluer, votre confiance en vous, mais aussi arriver à voir comment la cultiver pour l'ancrer dans quelque chose de solide, dans un noyau qui est intouchable, qui est durable. Et moi, j'ai envie de vous dire que le défi que je vous donne aujourd'hui, c'est que la prochaine fois que vous sentez du stress dans votre vie professionnelle, mais même dans votre vie en général, profitez-en pour plonger à l'intérieur de vous puis vous dire, qu'est-ce qui me rend sous tension? Quels sont mes désirs, mes limites, mes besoins qui sont menacés ici maintenant? Et utilisons l'énergie que le corps déploie pour nous pour connecter à notre puissance créatrice et agir. Non seulement notre bien-être en dépend, mais notre santé en dépend. Notre santé physique, émotionnelle et mentale en dépendent. Et lorsque je parle de santé, je parle aussi d'enthousiasme. Parce que vous savez, la définition selon l'Organisation mondiale de la santé, donc selon l'OMS, la définition de la santé, c'est quoi? C'est un état de bien-être global, autant physique, émotionnel, mental, professionnel, relationnel, social. Donc lorsqu'on parle de bien-être au travail, lorsqu'on parle de santé au travail, on parle d'un bien-être sincère. Et lorsque vous avez toutes les conditions, la composition qui respecte votre écosystème, qui vous permet de vous sentir bien, vous allez pouvoir à ce moment-là retrouver une aisance, contrairement au malaise physique qu'on peut ressentir ou au mal-être. Vous allez avoir un bien-être, une aisance énergétique qui va circuler dans votre corps, une vitalité, un enthousiasme débordant qui va vous permettre à ce moment-là d'aller déployer votre potentiel professionnel, de vous dépasser. Si on prend l'étymologie du mot enthousiasme, entheos signifie en Dieu. Entheos signifie en Dieu. Lorsqu'on est enthousiaste, nous sommes à ce moment-là centrés dans notre Dieu intérieur, dans notre puissance créatrice de créer sa vie, une vie qui nous convient, qui nous soutient, qui nous nourrit. Donc, lorsque vous êtes centré, connecté à votre confiance en vous, à votre noyau, à votre valeur inconditionnelle, et que vous avez le leadership de créer votre vie de façon à ce que vous soyez bien, que vous savez rebondir sur les événements de stress pour aller recréer, transformer, rétablir votre nouvel équilibre, à ce moment-là, vous allez tout simplement rayonner du centre du cœur vers l'extérieur, cette énergie d'enthousiasme. Ça demande ce certain leadership personnel de prendre la responsabilité de créer sa vie, la responsabilité d'aller écouter les signaux de stress pour aller découvrir qu'est-ce qui me convient plus et avoir assez d'amour, de confiance en moi pour pouvoir aller vers ce que je veux. C'est ainsi que vous allez pouvoir avoir une vie riche de sens, avec des relations professionnelles satisfaisantes, avec un succès qui est habité, qui est nourri. Alors pour moi, l'enthousiasme, qui est une énergie professionnelle qui ne s'achète pas, on peut pas faire semblant d'être enthousiaste. Hein. On le sait tout de suite, quelqu'un qui est pas, qui fait semblant ou qui exagère ou qui étire sa joie puis que c'est pas sincère.
Ça devient malaisant pour tout le monde. On connecte avec des gens qui sont sincèrement bien. On connecte aux leaders qui ont une espèce d'aura magnétique, d'enthousiasme et d'énergie débordante avec laquelle on a envie de se rallier. Mais cet enthousiasme-là est le résultat d'une personne qui s'écoute, qui est connectée avec sa valeur personnelle et qui est capable d'aller identifier à travers les sources de stress, d'inconfort, de malaise, de contraction. C'est quoi l'appel, l'opportunité ou le tremplin à saisir? Ce leadership personnel, c'est la première étape avant de gagner le respect, la crédibilité, la notoriété d'un leadership interpersonnel par la suite. Être un leader dans sa vie intrapersonnelle, c'est être capable de se leader soi-même, d'être capable de veiller à ses propres besoins, ses propres intérêts, respecter ses propres limites, être un bon parent pour soi, prendre soin de son corps, de son équilibre. Votre bien-être au travail, votre santé dépend de vous. Donc, même si on peut aller, par exemple, prendre un cas d'un burn-out professionnel puis le relier à, oui, mais regarde toutes les pressions que j'avais dans ma vie professionnelle, regarde tout le stress, regarde toutes les conditions malsaines dans lesquelles je vivais, regarde toutes mon Dieu, le manque de respect que j'avais de la part de mes supérieurs, etc., etc. Ma réponse est YP. Mais encore, tu as resté dans des conditions comme ça, tu as laissé ça empiéter dans ton chemin, dans ton espace vital. Tu reproches aux autres de t'avoir manqué de respect, mais finalement, miroir, miroir, tu t'es manqué de respect au bout de la ligne. Les autres ont abusé de toi parce que facilement, tu les laissais abuser de toi-même. Tu n'as pas su protéger ton énergie. Quand les gens demandent des choses, si tu dis oui sans savoir si c'est un vrai oui, c'est ta faute rendu là. Tu vas assumer les conséquences d'être fatigué. Puis après, on en veut aux autres. Ça devient de la haine, hein? Tu n'as pas su me protéger. Tu n'as pas su me valoriser dans mon travail. Tu n'as pas su me reconnaître et protéger ma santé. Foutaise. Foutaise parce que c'est nous, seulement nous, qui peut être maître de notre propre corps, conscient de nos désirs, de nos besoins. L'autre, même dans toute sa bienveillance, peut pas savoir ce dont on a besoin. Donc ici, vous avez le pouvoir de reprendre votre leadership personnel en allant connecter avec votre valeur, votre confiance en vous, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre être, de votre corps physique, émotionnel et mental, de veiller à votre bien. J'ai une fille de 2 ans et à partir de 19 heures, je commence la routine dodo. Je m'occupe d'aller la mettre au lit quand elle est fatiguée. Par contre, je suis aussi une très bonne maman pour moi-même. Lorsque je suis fatiguée, je vais préparer ma routine dodo et je vais au lit. Malheureusement, je vois beaucoup d'adultes qui ne prennent pas soin d'eux. Leur corps est fatigué, qu'est-ce qu'ils font? Continuent. Ils ne sont pas des bons parents pour eux. Ils ne sont pas des bons leaders pour eux-mêmes. Ils sont les pires dirigeants et les pires employeurs, jamais, jamais avec lesquels on va travailler. On s'impose tout ça. Et après, on s'exclame de frustration quand que l'extérieur nous renvoie l'appareil. Il n'y a personne d'autre qui a le pouvoir de votre leadership, le pouvoir de votre bien-être. Vous en avez la responsabilité de le protéger, de le sacraliser, de l'honorer. Et vous allez voir que quand ça s'est positionné, l'extérieur répond en adéquation, en alignement. Alors, je me sens emportée, mais ça me porte comme message. Votre bien-être est important. C'est à vous de le réclamer. C'est à vous d'aller toucher votre leadership, d'aller assumer vos besoins. Donnez-vous droit de valider vos désirs.
de réclamer vos limites, de les poser, de les positionner. Et soyez sensible à toute zone de stress, d'inconfort, de malaise. Ce sont tous des signaux que votre corps vous envoie pour vous dire, nous n'allons pas dans la bonne direction. C'est une, c'est un guide, une redirection. Vers quoi? Vers un alignement, vers une vie riche de sens, vers vos valeurs, vers votre santé, vers votre bien-être et donc finalement votre épanouissement et votre enthousiasme. Évidemment, là, je vous lance ces thèmes-là, mais on les approfondit à travers les 2 jours, hein. Le premier jour sur la confiance en soi, deuxième jour sur la prévention du burn-out, l'épanouissement dans notre vie professionnelle, retrouver l'enthousiasme au travail. Ce sont deux des derniers jours des 5 jours de formation de l'Institut SAI. Et j'ai le bonheur de vous en parler aujourd'hui parce que nous allons les vivre une dernière fois, ces 5 jours de formation-là, à la fin de l'année. On commence le 26 août et on termine à la fin septembre 2025 nos 5 derniers jours de formation avec ce cycle de 5 jours. Qu'est-ce qui va se passer après cette année 2025? Sachez qu'en 2026, on revient réinventer avec aussi une hausse significative du prix et de la durée du programme. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, que vous voulez avoir les bases de ces 5 jours avant la hausse de prix, avant le changement de programme qui va s'étaler maintenant sur 10 jours et non pas 5, vous allez à ce moment-là avoir la place privilégiée de pouvoir compléter notre groupe de 8 participants maximum qui vont pouvoir vivre ces jours, ces 5 jours de formation, ce cycle complet qui va avoir lieu dès la fin août et à travers tout le mois de septembre. On dit premier arrivé, premier servi parce que 8 personnes, ça se remplit vite. Et avec le prix spécial que vous avez actuellement, ben, ça va être la dernière chance d'en profiter. On a quand même les avantages d'avoir les CPF, les bilans de compétences que Jean-Louis va pouvoir faire part à la fin de la conférence, qui peuvent être significatifs pour vous. Mais sachez que ce dernier cycle se donne les mardis, donc le 26 août, premier jour, et s'ensuit des 4 premiers mardis de septembre pour totaliser nos 5 jours de formation, ce qui vous permet d'avoir accès à ces 5 pétales, ces 5 fondements pour élever son savoir-être professionnel. Si le leadership responsable vous parle, si la communication bienveillante vous parle, si l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, le bien-être au travail, la confiance en vous, la prévention du burn-out, la gestion du stress et l'épanouissement de votre enthousiasme dans votre vie professionnelle vous parlent, ben vous avez la chance de vivre ces 5 jours avec le prix spécial qui est barré pour vous en 2025 et faire partie peut-être de cette belle dernière cohorte. Avant de passer à la période des questions, je veux vous partager à l'écran la prochaine conférence que je donnerai justement dans le cadre de l'été. Vous avez ici la prochaine conférence gratuite en ligne qui aura lieu mardi le 19 août, soit une semaine avant le début de notre cycle, et s'intitule cette conférence Le charisme, l'art de connecter professionnellement. Et je l'ai mis après celle-ci parce que vous devez avoir les bases de la confiance en soi pour parler du charisme par la suite. Donc, c'est pourquoi c'est une continuité de la conférence d'aujourd'hui. Charisme, l'art de connecter professionnellement dans votre vie, autant personnelle que professionnelle, connecter cœur à cœur avec les autres. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus que juste de la confiance en soi. Il y a de l'intelligence relationnelle, une connexion sincère avec les autres. Donc, c'est en ligne mardi le 19 août, même heure, même poste qu'aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est une semaine avant le début de notre cycle, notre dernier cycle de 5 jours, donc une journée par semaine pour compléter ainsi notre formation de 2025. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez déjà réserver votre place pour la conférence gratuite
du charisme qui arrivera cet été. Et j'arrive maintenant avec la période de questions, réponses, partage à la lumière de ce que nous avons échangé. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des prises de conscience ou même des réflexions qui veulent dire à haute voix, échanger ensemble pour pouvoir compléter et peut-être même bonifier ma réponse dans votre situation spécifique? Si oui, vous pouvez noter dans le chat. Je vais pouvoir facilement lire vos questions et y répondre. Alors, oui, en passant, la conférence de Daoud, elle aussi, va pouvoir être enregistrée. Donc, si vous n'êtes pas là en direct, vous pouvez à ce moment-là aussi, encore une fois, l'écouter en rediffusion sans problème. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la matière enseignée aujourd'hui? Je vous vois écrire dans le chat. Et sinon, comment vous vous sentez avec cette perspective de responsabilité? On n'est pas allé de main morte aujourd'hui, hein? On est allé avec intensité. Comment vous le recevez, ça? Qu'est-ce que ça fait sentir? Alors, première question. Comment mobiliser son énergie pour passer à l'action? Donc, si on vit une situation du stress, puis on identifie que, oh mon Dieu, là, j'ai peur de quelque chose, il y a une menace qui me fait face, j'ai une menace que j'appréhende. Donc, comment mobiliser son énergie? C'est de, premièrement conscientiser quelle est cette menace identifiée. Et si j'ai toute l'énergie que mon corps génère pour y faire face, de quelle façon puis-je aller faire face à cette peur précise, à cette menace précise? Donc, ma réponse va être générale parce que la question est générale. Je dirais peut-être le spécialiser dans ton cas à toi, Dorothée. Est-ce que tu as une situation précise ou est-ce que tu sens du stress et que tu n'arrives pas à passer à l'action? Tu n'arrives pas à mobiliser ton énergie? Si oui, on va pouvoir aller l'explorer. Donc, comment mobiliser son énergie? En général, peu importe la situation, c'est d'aller vers votre peur, aller vers c'est quoi le danger que j'appréhende et à ce moment-là, ben, comment aller y faire face. Ça pourrait être, si je donne un exemple, si vous dites, moi, je veux mobiliser mon énergie, passer à l'action, j'ai peur par rapport à mon employeur, je veux baisser mes heures en présentiel, augmenter mon travail en ligne et peut-être même demander une augmentation de salaire et que ça vous stresse, vous appréhendez, vous trouvez que vous avez trop de dossiers sur votre travail, sur votre bureau, que votre travail est trop chargé, que vous êtes plus équilibré, vous vous sentez pas bien. Mobiliser l'énergie du stress serait d'aller s'affirmer, d'aller pouvoir à ce moment-là aller dire à votre employeur, voici les conditions qui me conviennent plus, voici ce que moi je propose. Est-ce qu'il y a une entente qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a un entre-deux? Est-ce qu'on peut venir se rejoindre? Juste ouvrir la parole, vous exprimer, va vous demander d'aller utiliser votre énergie. Donc, mobiliser son énergie peut être, entre autres, aller s'exprimer à son employeur dans cette condition-ci. Mais si Dorothée, tu as un autre... ouais, pas évident de définir les menaces parfois. Ah ouais. Alors là, tu complètes ta question. Alors oui, à ce moment-là, ça va te dire ben, de quoi j'ai peur. Si je suis stressée, c'est que mon cerveau, mon ego a détecté une menace. Qu'est-ce que j'appréhende? Pourquoi j'ai si peur? Et quand on identifie la menace, déjà, on peut sentir un retour de maîtrise. Ce n'est plus une espèce de démon fantôme qu'on voit pas, mystérieux, omniprésent. On juste l'identifier, ça nous permet d'aller utiliser notre focus pour aller, ça déjà aligner nos flûtes puis dire dans quelle direction on devrait aller. Donc, juste l'identifier nous permet de nous apaiser puis de reprendre un peu de pouvoir. Donc, si c'est pas facile pour toi d'identifier les menaces, ça va être de rentrer un peu plus dans des moments d'introspection avec toi-même, puis te poser la question, si je suis stressée comme ça, là, qu'est-ce que j'appréhende? Et pour aller trouver les menaces, mon astuce serait de vous poser plusieurs fois la question de quoi j'ai peur. Par exemple, je dois arrêter un client vous êtes prestataire de service et votre client vous paye pas à jour, c'est toujours compliqué, vous courez après, les conditions de travail puis de collaboration sont vraiment pas évidentes avec ce client-là.
Mais vous avez peur de mettre un terme à la situation parce que ça vous stresse, puis vous savez pas pourquoi, exemple. Ça vous stresse, puis là, vous dites, mais là, je peux pas mettre un terme à la relation professionnelle. Et là, si on se pose la question, pourquoi? Qu'est-ce que tu appréhendes? Ben, c'est un client, c'est quand même une rentrée d'argent. Ah, OK. Alors, de quoi tu as peur si tu n'as plus cette rentrée d'argent-là? Ben, j'ai peur d'être dans l'insécurité financière. OK. Alors, tu as peur de quoi si tu vis de l'insécurité financière? Ben, j'ai peur de ne pas pouvoir aller en vacances cet été. Donc, vous voyez, on creuse pour identifier qu'est-ce qui, derrière le tout, la situation, se cache. Quels sont les besoins que j'ai qui ne seront pas comblés si la situation me stresse? Donc, à ce moment-là, ben, vous pouvez vous poser la question plusieurs fois, qu'est-ce que j'appréhende? De quoi j'ai peur? Et si ça l'arrivait, de quoi j'ai peur? Pour aller toucher le fond. Et à ce moment-là, aller voir c'est quoi vos désirs et vos besoins non comblés. Et aller prendre action pour avancer et aller vers ce que vous désirez, vers vos désirs, vers vos besoins. Tu me diras si Dorothée, ça complétait ta question et la réponse. J'avance maintenant avec Vincent. Je vais avoir un audit dans 5 jours et je vais stresser car il faut faire un gros boulot rapidement. Je me rends compte, je me recompte, me stresse et je perds du temps. Comment accepter de surmonter? Alors, de quoi t'as peur? Est-ce que tu le sais, Vincent, de quoi que t'as peur avec l'audit? T'as peur de quoi? Qu'on identifie que t'as quelque chose t'as fait une erreur, quelque chose que t'as pas bien fait? C'est bien ça? Prends ton temps. Vu qu'on est sur YouTube comme ça, on préfère dans le chat comme ça, on a le droit de vous mettre sur YouTube sans vous voir dans votre visage. Donc, si vous prenez la parole, vous êtes vu à l'écran, c'est moins facile pour pouvoir vous mettre sur YouTube par la suite. Comme ça, vous restez anonyme. Merci, les exemples sont clairs. Tant mieux, Dorothée. J'ai peur de me faire virer qu'on me juge d'incompétent. Donc, tu vois, déjà là, on a identifié c'est quoi ta peur. Ma question pour toi, c'est si ça l'arrivait, premièrement, est-ce que c'est vrai que tu peux te faire virer avec l'audit? Oui, bon. Si ça l'arrivait, que tu te fais virer parce que tu n'es pas compétent, est-ce que tu survivrais à ça? Tu survivrais pas, Vincent? Donc là, tu vois, le défi, c'est la confiance en soi ici, là. Je ne survivrais pas si je perds mon emploi. Je croulerais sous les accusations de ne pas être compétent. Par contre, l'erreur est humaine, Vincent. Ça se peut qu'à travers l'audit, là, les probabilités sont minces. Mais c'est possible. C'est possible que tu aies des points à améliorer ou même un constat que, ouf, il manque de compétences ici et là. On ne peut pas continuer ce poste-là. Ce qui fait mal, ce qui te fait avoir l'impression que tu ne vas pas survivre, c'est que tu conclus à ce moment-là que tu n'as plus de valeur. Par contre, c'est faux. Si on reprend la base de la confiance en soi, c'est de se dire j'ai une valeur inconditionnelle. Peut-être qu'à ce moment-là, ce n'est qu'une simple redirection parce que peut-être que tu n'as pas, à ce poste-là, les meilleures capacités selon ce qui est requis. Peut-être que tu n'es pas à ta place. Si tu fais des erreurs et tu es si incompétent que tu pourrais l'être, là, ben si c'est le cas, c'est peut-être que tu n'es pas au bon emploi. Tu n'es pas à la bonne place. Ça ne veut pas dire que tu es incompétent dans tous les domaines puis que tu vaux rien. Ta valeur reste là. Ça veut juste dire que t'es pas sur ton X. C'est une redirection, c'est une bénédiction. La fatalité qui vient ici, c'est la conclusion de me dire, ah là, tu vois, en plus, tu complètes, Vincent, j'ai pas été formée. Donc, en dessous de ça, c'est latent, là, mais il y a un moteur qui s'appelle la peur, qui te motive à être perfectionniste, à stresser, à être super, hyper vigilant, toujours appréhendé parce que tu dis, j'ai pas été formé. Donc, je mérite peut-être même pas mon poste. Il y a une partie de toi qui te croit déjà incompétent. Donc, si c'est le cas, si c'est vrai que tu es incompétent puis que tu n'es pas formé puis que c'est pas le bon poste, ben peut-être que tu vas être redirigé tout simplement. Et à ce moment-là, si on te vire, c'est pas du rejet, c'est une redirection bénéfique pour toi et pour l'entreprise. Je sais qu'au début, ça va être choquant. Par contre, c'est peut-être la seule façon d'arriver à un poste où est-ce que tu vas être bien puis que ça va être facile pour toi. Cela dit, là, on parle du scénario catastrophique dramatique.
Ça se peut qu'entre les deux, tu aies juste des points à améliorer. Et si c'est des points à améliorer, fais attention, tombe pas dans le piège de te trouver incompétent et de te ramener la même cassette que c'est parce que t'es pas formé puis que t'as pas ta place ici. Si ton employeur juge que tu as ta place encore actuellement, puis qu'il est capable d'aller identifier les maillons faibles, les compétences à développer, et que tu as envie de le développer, que tu es encore motivé par ton travail, ben vas-y, dépasse-toi, passe au prochain niveau. Donc, on voit ici dans ta situation, ce qui te stresse, c'est même pas l'audit. C'est finalement d'être découvert dans ton incompétence que tu crois déjà. Alors, à ce moment-là, tu as le choix. Tu as le choix d'être dans l'hypervigilance, d'être en ce moment en train de paniquer, puis te dire que, hey, on pourra enfin dévoiler mon incompétence et ça serait la fin du monde, je ne survivrai pas. Ou te dire, je vais faire mon possible. Je vais faire du mieux que je peux, du mieux que je connais. Et à ce moment-là, ben si, même si j'ai pas été formée, si mon possible est bon et passable, puis que tu es prêt à t'améliorer s'il y a des points qui sont soulevés, ben tant mieux, tu vas pouvoir avancer tout simplement. Ça va être important, surtout pour toi, Vincent, ce que j'entends ici, là. Ça va être important, tu dis, c'est sûr. Ça va être important que tu connectes avec, que ça soit mon poste ou pas, je suis compétent dans quelque chose. Que ce soit ce poste-ci ou un autre, que je perds ce poste-là ou pas, ça veut rien dire par rapport à ma valeur. Le stress qui est ressenti, là, c'est l'association que si l'audit est pas parfait, égal, je me fais virer, égal, je suis incompétent, égal, je vais mourir. C'est la fin du monde. Toute mon estime s'écroule, qui est toute une fausse équation. Donc, on voit ici, la gestion du stress dépend de ton degré de confiance en toi, la connexion avec ta valeur. Puis merci Vincent pour ton exemple parce qu'on voit clairement, on a bien illustré les concepts de la conférence. Exemple parfait. Merci Vincent. Prochaine question. Si on ne réussit pas à définir, on parle ici des dangers ou des sources de problèmes appréhendés, peut-être essayer de noter à chaque fois dans quelle situation le stress se manifeste. Ben oui. Si tu dis, je ne sais pas c'est quoi ce qui me stresse, ben là, tu as un grand travail de connaissance de soi à faire, là. Si tu es constamment stressé dans un domaine ou avec une personne ou dans une dynamique, par exemple, avec une autorité, puis que ça se répète dans plusieurs domaines, mais à chaque fois que tu es dans une posture d'autorité ou d'infériorité à l'autorité, je dis n'importe quoi, dans ta vie personnelle, tu vas au médecin, puis là, tu te sens stressé de te faire chicaner par le médecin, de te faire réprimander. Puis là, qu'après, tu vas au travail, puis que tu vois encore que ta supérieure, quand elle passe, tu sens que tu te sens toute tendue. Là, tu vois qu'il y a peut-être une dynamique avec l'autorité qui est allée nettoyer, qui est allée épurer. Donc oui, si on ne définit pas clairement la menace, on peut commencer par se dire, ben, dans quel contexte je ressens du stress pour aller plus facilement identifier la menace. Mais c'est les bases de la connaissance de soi. Moi, je prends pour acquis que quand vous vivez un stress, vous êtes capable quand même d'aller identifier qu'est-ce qui vous stresse. Sinon, ben oui, faire l'exercice d'aller vivre l'introspection puis de faire des liens sur qu'est-ce qui pourrait vous stresser, évidemment. Vincent, on compare beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ah, ça revenait à... Je te laisse répondre. Prochain. Merci pour la conférence. Je me sens alignée et connectée, la puissance intérieure. Je retiens enthousiasme égal en Dieu. Oui, 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 oui. Et en votre Dieu. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, on parle pas de Dieu sous forme religieuse, hein. On parle de connecter avec l'énergie divine en vous. Et ça, on parle de spiritualité, mais peu importe la religion, hein. Vous avez une parcelle divine en vous qui veut s'exprimer, qui veut rayonner. Et lorsque vous vous sentez et que vous êtes enthousiaste, c'est que vous êtes aligné et centré dans votre pouvoir créateur de créer la vie qui est riche de sens pour vous. Donc oui, lorsque vous êtes enthousiaste, vous êtes finalement dans votre énergie divine de créer la vie aussi riche et puissante. On revient avec la comparaison. Je me compare beaucoup et je me sens souvent moins bon, moins efficace et cela m'épuise au plus haut point. Alors ça, c'est un élément qui découle d'un manque de confiance en soi. Donc,
Donc là, on revient à la confiance. Donc si je me compare, c'est que je doute. Si je me compare à mon collègue qui, par exemple, s'exprime tellement bien lors des exposés de programme ou peu importe, et que j'utilise la différence de l'autre, non pas pour m'inspirer, mais pour me dénigrer, c'est encore mon ego qui est à l'œuvre, qui cherche dans mon quotidien des occasions de me faire sentir comme de la merde. Parce que votre ego est peut-être convaincu que tu es incompétent et que tu vaux rien. Donc, il va chercher des preuves dans ta vie au quotidien grâce à la comparaison, mais une comparaison qui est dénigrante. Je vais aller me comparer avec les autres pour à chaque fois prouver que j'ai raison. Mon ego a raison, je vaux vraiment rien, je suis vraiment incompétent. Donc, toi, dans ton interprétation, ton balayage visuel, là, ton ego va aller chercher des comparaisons pour pouvoir prouver son point qui est je suis incompétent. Et ça, oui, ça t'est plus haut point, évidemment. Mais c'est une manifestation d'un manque de confiance en soi, d'un manque de connexion avec votre valeur personnelle. Mon ego suit mon père quand j'étais petit. Ben oui, hein? La voix intériorisée va être une voix peut-être d'un parent, d'un modèle appris, d'un éducateur, d'une posture d'autorité à l'école ou sur le marché du travail, peu importe. Par contre, vous avez 100% le pouvoir sur cette voix-là, sur votre tête. Vous avez 100% le pouvoir sur ce que vous voulez en faire. Si vous voulez, si vous l'écoutez, vous vous en soumettez, puis vous dites, c'est vrai, je suis un incompétent, à ce moment-là, vous entrez dans une dynamique que vous êtes l'enfant. Et comme tu l'as dit, Vincent, tu redeviens le petit garçon sous papa. Au lieu de d'entendre cette insécurité-là, mais d'y répondre tel un homme, l'homme que tu es devenu, tel le père, être un bon père pour soi. Si tu te vois insécure, que tu te vois te comparer, qu'est-ce qu'un bon parent dirait à son enfant qui se compare? C'est quoi la voix, VOIX, que tu aurais voulu entendre de papa? Si papa avait été dans sa puissance et donc dans son aspect, son principe protecteur, rassurant, encourageant, qu'est-ce qu'il t'aurait dit qui t'aurait fait du bien? Si papa n'a pas été capable de le dire dans le passé, il était dans ses limites. Mais de toute façon, tu es devenu aujourd'hui un adulte avec ta propre responsabilité d'accompagner ton enfant intérieur insécure, de le rassurer. Et quand t'arrives à la conclusion que, oh mon Dieu, là, je vis une expérience, est-ce que je me compare? Dis-toi, c'est le petit Vincent, aussi petit que la voix de papa quand j'étais jeune, qui capte en ce moment la peur d'être incompétent et donc une situation à travers laquelle je vais me comparer avec les autres pour confirmer ma croyance que je suis incompétent, que j'ai pas ma place, qu'on va me virer. Cela dit, c'est des peurs. Ça vient d'une immaturité émotionnelle, un manque de confiance en soi. Qu'est-ce que dirait un parent rassurant ici? Comment est-ce que tu veux t'accompagner? Parce que c'est pas la comparaison qui est malsaine, hein? C'est le dénigrement qui vient avec. Mais si je me compare, puis je constate des différences, puis que j'ai confiance en moi, ben je vais m'en inspirer. Moi, j'adore regarder des gens qui sont différents de moi, qui s'expriment différemment, qui ont des talents que j'ai pas, qui ont... C'est comme ça que je peux apprendre, développer, m'inspirer. Souvent, quand ça fait wow, quand je regarde quelqu'un d'autre qui a un talent X, Y, Z, bon, ici, c'était les élections canadiennes hein, dans les derniers jours, et j'ai eu la chance d'avoir des partis politiques, et il y avait entre autres un homme avec un charisme incroyable. Il parlait avec une éloquence, ce qu'il disait, c'était beau, des belles valeurs, il était vrai. Lui, il était là pour son peuple, tu sais, un vrai qui était là. Et je le regardais, puis je me suis dit, wow, je suis pas en train de me comparer, de me dénigrer, là. Je vais aller chercher le côté de l'admiration que je peux avoir avec la comparaison, mais pour m'en inspirer et aller toucher qu'est-ce que j'aime de lui, quelle habileté qu'il maîtrise que j'ai envie de développer, son éloquence, son vocabulaire, son intelligence, qu'est-ce qui me touche? Et à ce moment-là, je vais m'en inspirer. La différence entre le dénigrement et l'admiration, l'inspiration, c'est simplement une question de confiance en soi.
Et pour y arriver dans ton cas, ça va être quand tu vois la voix, quand tu entends cette voix-là, anciennement de papa qui revient, ça va être de dire, ben j'entends la voix, puis là, ça me remet dans ma posture du petit garçon, insécure, qui n'a pas sa place, qui n'est pas assez bon. Par contre, ce petit garçon-là, aujourd'hui, il est plus seul. Il est accompagné de toi, Vincent, adulte aujourd'hui, homme, qui va pouvoir jouer le rôle de père pour s'accompagner et donc évoluer, transgresser la situation. Alors, ton Audi qui arrive prochainement, ça va être pour toi l'apogée de tout le cheminement personnel que tu as fait jusqu'à maintenant. Pour te dire avec lâcher prise que je fais mon possible. Et si mon possible ici n'est pas suffisant pour le poste, je ne remets pas en question ma valeur de mon être, mais je peux très bien remettre en question mon X selon le poste que j'ai, la carrière que j'ai choisie. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça va être une redirection et non pas un rejet. C'est que ça va être même une bénédiction qui va m'amener à où est-ce que je dois aller. Je te vois acquiescer, mais ça rentre au poste, hein? Mhm. Je prends un dernier partage de questions de Anne dans le chat avant de terminer. Il nous reste 3 minutes. Alors, je suis enseignante et j'ai l'impression que mon stress est dû à la sursollicitation permanente des élèves et parce que je suis toujours en état d'hypervigilance. Pas de place pour écouter mes besoins, complètement dévouée aux enfants. Du coup, ce stress est causé par une peur aussi dans ce cas. En fait, tu vois, Anne, tu l'as très clairement verbalisé, hein? Mes limites ne sont pas respectées. J'ai de la misère à écouter mes besoins. Je suis en constante hypervigilance due à la sollicitation des élèves. Est-ce que c'est indiscret de savoir ils ont quel âge, tes élèves? Ça me fait plaisir, Vincent. 9 ans. Donc, tu vois, à 9 ans, les élèves qui viennent te solliciter, qui viennent à toi pour de l'aide, de l'accompagnement, ils sont non seulement en train de venir apprendre la matière que tu enseignes, mais ils viennent surtout apprendre de l'être que tu es, Anne. Les enfants sont en train d'être en relation avec toi, puis regarder de quelle façon je rentre en relation avec les autres. Tu es en train d'être un modèle parce qu'en tant qu'éducateur, en tant que professeur, vous avez un rôle de modèle hein, pour les enfants. Notre identité, nos attentes qu'on a dans notre vie adulte va être basée sur les expériences qu'on a eues avec des personnes en autorité comme nos professeurs. Donc, le plus important, c'est pas d'être hyper disponible et répondre à chacun de leurs besoins. Ça va être d'aller te positionner toi dans ton leadership, d'aller positionner toi tes limites et d'arriver à développer à leur tour leur propre autonomie. Et à 9 ans, ils peuvent. Ils peuvent. Ils l'auront peut-être même jamais appris parce qu'on vient d'une génération de parents où est-ce qu'on a tout fait pour nous. Mais dans cette nouvelle vague d'enfants, surtout les enfants nouveaux aujourd'hui, ils ont une intelligence émotionnelle qui nous dépasse. Ils sont brillants. Ils vont comprendre tes limites, puis ils vont les respecter. Mais pour l'instant, ils les voient pas. Ils les voient pas parce qu'ils sont peut-être pas affirmés. Donc, si tu te positionnes en tant que professeur, mais aussi en tant que femme et humaine, que tu ne, dans ton rôle, que tu t'habites tout de même et que tu exprimes c'est quoi tes limites, quand tu te sens hyper sollicité, quels paramètres tu pourrais changer pour pouvoir être capable de ventiler un peu et rester un professeur qui est disponible aux élèves, oui, mais qui reste aussi disponible à soi. Le problème de la dévotion, puis là, tu l'as même mis entre guillemets, hein, de dévotion aux enfants, c'est une dépossession de soi-même. On sort de nous pour se centrer sur l'autre. Mais ce n'est pas la meilleure façon d'être en relation d'aide ou en relation professionnelle d'accompagnement, d'enseignement pour élever les enfants. Au-delà de tout ce que tu vas enseigner dans ta matière, tu es aussi un modèle de savoir-être pour eux. Et peut-être qu'en ce moment, la chose la plus importante que tu vas avoir à leur enseigner, c'est d'apprendre à mettre tes limites, de faire respecter tes besoins, d'être à l'écoute de toi et d'entrer en relation à l'autre, mais en harmonie et en restant en relation avec toi aussi.
Donc, dans ton cas, oui, il y a une peur derrière ça. Il y a une peur qui t'empêche d'être à l'écoute de toi puis de rester centré. Ta dévotion de te décentrer puis te dévouer à l'autre est motivée par une peur. La peur de quoi? De pas être assez disponible et donc de pas assez aider les enfants, de pas être en aide, de pas être une bonne professeure, de pas, si je mets mes limites, je serai pas disponible, peut-être que je vais même leur faire de la peine. Donc tout ça, c'est des éléments, j'extrapole, hein, mais ce sont des éléments qui vont te permettre de voir que j'ai peur. Voici les peurs qui me motivent à être hyper dévouée, quitte à m'éclipser. Par contre, est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est quelque chose que je veux continuer? Parce que élever les enfants, c'est les élever dans leur autonomie, leur leadership. Et c'est d'être un bon modèle de savoir-être pour eux et donc de savoir mettre nos limites. Les responsabiliser. Leur montrer que là, tu as atteint une limite, tu n'es pas disponible. De faire en sorte que ton plan de cours respecte la matière que tu dois donner, mais qu'il soit aussi en respect avec toi, avec ton humanité, avec tes besoins. Ça te dit quoi, ça, Anne? Et là, on en parle dans le domaine de l'éducation, mais oh là là, je le vois aussi dans toutes les professions de relations d'aide, hein. Dans toutes les professions où est-ce que je devrais être 100% dévouée et je prends la responsabilité du bien-être, du bonheur de l'autre sur mes épaules. Par contre, ce n'est pas notre responsabilité. Notre rôle, c'est à ce moment-là d'élever leur leadership et leur redonner leur responsabilité et d'élever des futurs leaders qui sont responsables eux aussi. Je me sens dépossédée. Voilà, Anne. Alors, c'est une réclamation de ton être que tu as à faire, toi, Anne. Réclamer qu'au-delà de ton chapeau d'enseignante, tu es une humaine et qu'au-delà de ce que tu enseignes dans ta matière, tu es un modèle de savoir-être. Tu apprends à rentrer en relation avec l'autre, à ces enfants de 9 ans qui sont des éponges. Tu apprends à rentrer en relation, mais maintenant en te respectant toi, en étant à l'écoute de toi. Et non seulement tu vas voir que la réponse va être automatique, les élèves vont te respecter au même degré que tu te respectes. Et ils vont honorer ton espace au même degré que tu honores ton espace. Souvent, c'est de l'inconscience, je ne savais même pas. On apprend aux autres à entrer en relation avec nous de la façon que nous-mêmes, on est en relation avec nous-mêmes. Donc, si je me sens envahie au travail, là, je sors un peu ton exemple, Anne, mais si je me sens envahie au travail, ben c'est parce que je m'envahis moi-même, je ne respecte pas mes limites. Alors, j'espère vraiment que... oh, ça me fait plaisir, Anne. J'espère vraiment qu'à la lumière de cette conférence, vous allez pouvoir centraliser, vous connecter avec votre valeur, votre leadership, votre responsabilité, de veiller à répondre à vos désirs et vos besoins et d'utiliser toutes les situations stressantes qui favorisent un mal-être ou un malaise pour aller plonger dans qu'est-ce qui ne va plus, qu'est-ce qui n'est pas cohérent, de quoi j'ai peur, quel besoin n'est pas comblé, quelles limites je dois poser. Et à ce moment-là, avoir assez de confiance en vous pour pouvoir aller répondre à vos besoins. Et ça dans l'amour de vous-même. Et ainsi, vous allez pouvoir entrer en meilleure relation avec les autres. Je termine avec le partage de Valérie. Merci, Charlène. Je me sens fière d'avoir démissionné de mon travail d'infirmière qui me correspondait plus à qui je suis. Et voilà. Et on a des chapitres, hein. Ça, c'est une nouveauté avec l'heure du Verseau. Nous avons des chapitres professionnels. Avant, en tout cas dans le temps de mes grands-parents, par exemple, tu n'avais pas le luxe de choisir ta carrière, hein. Si ton père était fermier, mais tu allais être fermier toi aussi, puis tu n'allais pas te poser de questions. Tu allais être fermier toute ta vie. Maintenant, on a la capacité d'avoir plusieurs chapitres à travers une vie. Et si c'était la fin d'un chapitre infirmière, ben on le ferme avec fierté. On regarde ce chapitre-là avec amour, admiration pour toute la personne qu'on a développée, qu'on a appris à être. Et on se positionne fièrement vers le prochain chapitre maintenant, vers où est-ce qu'on veut aller, avec confiance en notre valeur, mais aussi une confiance envers l'univers que tout rejet, redirection est une bénédiction vers votre X,
vers votre étoile professionnelle, votre scène professionnelle qui va vous permettre de vous épanouir et de briller. Voilà, j'ai dépassé un petit peu le temps. Je veux, avant de vous dire au revoir, laisser la parole à Jean-Louis pour nous expliquer, oh, tellement riche et agréable. Merci, merci, Anne. Allez, je laisse la parole à Jean-Louis pour nous expliquer les avantages du bilan de compétences. Ouais. Merci Charlène. Merci pour cette belle conférence et surtout ta passion parce que ce soir tu étais galvanisé et galvanisant. Donc merci, merci. Non, je voulais juste revenir pour vous dire que oui, au mois d'août, donc on va démarrer le dernier cycle sous cette forme-là des 5 jours. Et donc le, le bénéfice du CPF en France, qu'on appelle le compte personnel de formation, est permis à des sociétés qui ont le label Calliope. C'est-à-dire c'est un agrément qualité que l'État français a décerné. Et si l'organisme de formation est Calliope, vous pouvez mobiliser les fonds de la formation, donc votre CPF, pour pouvoir bénéficier de notre cycle de formation. Et il se trouve que je suis Calliope, donc je suis agréé Calliope. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez bénéficier de notre cycle en plus d'un bilan de compétences. C'est-à-dire que pour pouvoir le financer, vous me contactez et donc vous bénéficiez de 14 heures d'un bilan de compétences, plus de la formation des 35 heures avec Charlène au mois d'août. Voilà. Je voulais juste préciser ça, puisque pour nous, le frein n'est pas l'argent. Ce qui est pas important pour nous, c'est votre intention, c'est votre désir de réussir à transformer des situations qui sont peut-être pas confortables et de retrouver votre enthousiasme. Donc, si ça vous parle, vous avez les coordonnées donc sur SAE, vous allez directement me contacter, vous avez mon téléphone, et avec grand, grand plaisir de vous répondre et puis de vous écouter et puis de vous permettre de cheminer vers notre belle formation qui existe depuis maintenant 2018. Et donc, comme disait Charlène, on termine un cycle pour démarrer en 2026, en fonction de l'évolution aussi de notre monde, une autre proposition autour toujours de cet acronyme d'SAE qui veut dire élever son savoir-être. Hein, voilà. Merci à vous et le mot de la fin pour Charlène. Oui. J'avais une question en privé, donc je l'ai remis le lien pour s'inscrire au cycle. C'est maximum 8 personnes et on a la chance de vivre vraiment la restriction des 8 personnes et j'adore ça. Ça me permet d'avoir un petit groupe plus intime sous forme presque de mastermind, de coaching, de semi-privé presque, à travers lequel, oui, on visite les 5 jours de formation, mais on est capable de les intégrer, les pratiquer. Et le rythme d'une journée par semaine nous permet d'avoir un bon momentum qui va nous permettre de boucler l'été et entrer tranquillement dans la rentrée de septembre avec une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme. Pour l'avoir vécu là, à plusieurs répétitions, là, ces 5 cycles avec différents groupes, différentes cohortes, il y a clairement un avant et un après dans les habiletés que vous développez, dans les habiletés, l'intelligence relationnelle que vous développez pour pouvoir à ce moment-là ben, en bénéficier dans votre vie, autant professionnelle que personnelle. Alors, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir de t'avoir retrouvé, évidemment, Vincent et compagnie. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle soirée et la conférence va être disponible en rediffusion. Bonne journée. Mhm.